Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du meurtre de notre frère Abou Bakr, que Dieu le couvre de sa miséricorde. Il y a de cela approximativement un mois, par un terroriste islamophobe, n'ayons pas peur d'utiliser les mots adéquats, et nous allons également parler de l'islamophobie diffuse qui règne dans notre pays depuis un certain nombre d'années et qui, jour après jour, augmente en intensité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à exprimer tout mon soutien et ma compassion à la famille d'Abou Bakr. Et sachez qu'on ne l'oublie pas ni dans nos prières ni dans nos invocations. Alors je rappelle brièvement les faits. Abou Bakr Cissé s'est fait tuer par un terroriste islamophobe nommé Olivier Hadzovic qui est rentré à la mosquée armé d'un couteau. Il a simulé une volonté d'apprendre la prière. Donc on peut déjà noter ici qu'il a mis en place une stratégie. Et qui dit stratégie, dit réflexion. Il a donc attendu qu'Abou Bakr soit prosterné et dans l'incapacité de se défendre. Et là, d'après l'avocat de la famille, qui lui a eu accès aux vidéos, il lui donne d'abord 10 coups de couteau, puis le voyant agoniser, il en donne plus d'une trentaine d'autres sur tout le corps, et ensuite, il se filme en train d'insulter Allah et d'affirmer qu'il veut tuer d'autres musulmans. Alors au regard de tous ces éléments, en principe, dans un pays où les instances sont imperméables à toute influence et fonctionnent à peu près normalement, le parquet national antiterroriste aurait dû saisir le dossier. Mais comme on est dans le pays de l'égalité, entre guillemets, dans le pays de la considération à géométrie variable, le parquet n'a pas jugé bon de saisir le dossier, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste. Donc en France, en 2025, un homme peut rentrer dans une mosquée armée, tuer un musulman de 50 coups de couteau, puis insulter Dieu, crier qu'il veut tuer d'autres musulmans, mais il n'est pas considéré comme un terroriste. Et les instances de ce pays n'estiment pas que son acte sème la terreur. Alors à ce moment-là, j'aimerais qu'on me redonne la définition du terrorisme et quels sont les critères pour qu'un crime commis dans un lieu de culte avec une volonté de récidive soit considéré comme du terrorisme. Je pose la question. Peut-être qu'en France, pour être considéré comme un terroriste, il faut une appartenance religieuse spécifique. Comme si on réservait le mot terrorisme pour une communauté en particulier. En tout cas, ça en donne la pression. On s'est compris. Enfin bref, cette affaire, elle suscite quand même un certain nombre d'interrogations, et si on reprend une affaire approximativement similaire, comme par exemple l'affaire du prêtre Jacques Hamel, qui était un homme de paix remarquable, investi dans le dialogue et le lien intercommunautaire, et qui lui aussi a été lâchement assassiné par deux terroristes, et le parquet antiterrorisme avait saisi le dossier dans les heures qui ont suivi le drame, et c'était le parquet qui avait mené toute l'investigation. Et à juste titre. Donc la question c'est, pourquoi pas quand il s'agit d'Abou Bakr ? Là, on est face à une considération à géométrie variable et à un deux poids deux mesures qui crève les yeux. Et pour ceux qui ont encore des doutes, c'est simple. Vous avez juste à inverser les rôles. Abou Bakr devient Olivier et Olivier devient Abou Bakr. Imaginons, Abou Bakr rentre dans une église ou une synagogue, tue un fidèle juif ou chrétien d'une cinquantaine de coups de couteau, se filme en insultant Dieu et le christianisme ou le judaïsme, et crie haut et fort qu'il veut faire d'autres victimes. Qui peut croire dans ce cas-là que le parquet national antiterroriste ne se saisira pas du dossier ? Personne. Tout le monde sait que le parquet saisira le dossier dans la minute, et à juste titre. Moi, ce que je dénonce, c'est la considération à géométrie variable. Et j'estime qu'il est important que le parquet antiterrorisme saisisse le dossier, parce que primo, ça établirait la preuve que tous les cultes sont considérés sur le même pied d'égalité, et ça permettrait de poursuivre tous ceux qui se réjouiraient de ce drame, de ce crime, de les poursuivre pour apologie du terrorisme. Et ça permettrait aussi de sécuriser les Français musulmans, tout simplement. Mais en vérité, pour être tout à fait franc, je ne suis pas surpris ni choqué par le traitement médiatico-politique de ce drame, qui ne fait que mettre en lumière ce que tout le monde sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une islamophobie politico-médiatique en France qui n'est plus contestable, et un deux poids deux mesures qui n'est plus approuvé. Plus personne n'est dupe, sauf ceux qui ont le cerveau lavé par les chaînes d'information en continu.
D'ailleurs, si on réfléchit un peu, qu'est-ce que c'est les chaînes d'information en continu? Si on prend un peu de recul, c'est de la propagande répétée en boucle, en continu. Elles portent bien leur nom. Chaîne d'information, ou on devrait dire même chaîne de désinformation en continu. Parce que dans la répétition, il y a quelque chose finalement d'assez hypnotique pour le cerveau. Par la force de la répétition, il y a une volonté de forcer ton cerveau à accepter une idéologie, une manière de percevoir les choses. Et là, on arrive au cœur du problème. Quelle idéologie y a-t-il derrière ce meurtre? Alors la réponse, elle est claire. C'est un meurtre islamophobe. Et ça, malgré tous les efforts pour nier le caractère islamophobe du meurtre, dans un premier temps avec la fake news du règlement de compte, et ensuite par la négation même du terme islamophobie. Et malgré tout ça, personne ne peut nier l'idéologie islamophobe qui a motivé le meurtrier, et je pense que les preuves audiovisuelles parlent d'elles-mêmes. Maintenant, la question qui coule de source, c'est qui attise l'islamophobie en France? Qui avive les tensions? Qui suscite la haine des musulmans? Et qui divise la nation française sur des bases racialo-confessionnelles? Qui oppose systématiquement Français et musulmans? Alors que nous avons un grand nombre de Français de souche musulmans. Et que nous avons des Français issus des anciennes colonies nés en France, dont les ancêtres se sont battus pour la France, ou dont les parents sont venus dans une immigration post-coloniale de travail pour relancer l'industrie française, ou pour reconstruire la France, et qui aujourd'hui, au regard de leur contribution à l'histoire de France, ont toute la légitimité d'être intégrés à l'identité nationale française. Donc, qui refuse de les intégrer à l'identité nationale en les renvoyant systématiquement à leur origine ou à leur religion? Qui fait systématiquement le lien entre islam et immigration, alors que la majorité des musulmans français sont nés en France et ont grandi en France et ont fait tout leur cursus scolaire et universitaire en France? D'ailleurs, qui invisibilise les hauts diplômés musulmans, les intellectuels, et qui met les projecteurs sur les Chalgoumi et compagnie? Qui fait des liens systématiques entre islam et les jeunes délinquants immatures de banlieue qui n'ont rien du comportement commandé par l'islam? Qui tente de fermer par des accusations fallacieuses les écoles musulmanes qui figurent parmi les meilleures écoles de France avec des taux de réussite avoisinant les 100%? Qui hystérise la masse avec un islamisme fantasmé et hyperbolisé? Qui dévie systématiquement la colère et la frustration du peuple sur les Français de confession musulmane? Qui veut faire des musulmans l'ennemi de l'intérieur, les présentant soit comme des délinquants, soit comme des fainéants profiteurs du système, alors que l'immense majorité sont des actifs qui travaillent et participent activement à l'économie du pays? Qui a crié haut et fort à bas le voile, ce qui a provoqué des arrachements de voile à Poissy et à Lyon? Qui diabolise? Qui essentialise? Qui alimente la peur? Qui réduit le patriotisme français à la détestation de l'islam et à la lutte contre les Français de confession musulmane? Qui fait tout ça? C'est à ce moment-là que tous nos regards se tournent vers eux, les politiques et les médias, qui alimentent l'islamophobie à tour de rôle depuis plus d'une quinzaine d'années et qui se servent de l'islam et des musulmans pour cacher les véritables problèmes. Parce qu'en attendant, ils sont en train de vendre la France à la découpe, on a une dette de 3 000 milliards, les ultra-riches font exploser leurs dividendes, les agriculteurs français se suicident car ils ne peuvent plus vivre de leurs récoltes, les hôpitaux, les pompiers, les policiers sont en crise, le niveau scolaire en France dégringole, 68 000 entreprises françaises ont fait faillite en 2024, sans parler de l'Ukraine et sans parler de l'Europe qui nous asphyxie. Et la liste est encore longue. Donc, oui, les responsables politiques, ou devrais-je dire les irresponsables politiques et médiatiques, ont leur part de responsabilité dans ce drame. Et je conclurai en appelant la nation française à la vigilance intellectuelle et à la clairvoyance. Ne laissez pas les médias s'interposer entre vous. Ne voyez pas vos concitoyens avec les lunettes de CNews ou BFM, qui ne sont au final que des allumeurs de mèches. Tous les Français de confession musulmane ne sont pas des dangereux intégristes comme on essaie de vous le faire croire. Et tous les Français non musulmans ne sont pas islamophobes. D'ailleurs, je tiens à remercier tous nos concitoyens qui se sont mobilisés pour Aboubacar. En fait, au final, nous sommes
tous des êtres humains qui partageons une terre et qui vivons une histoire commune depuis un certain temps. Et il y a des forces qui veulent qu'on se déteste et qu'on s'entretue. Soyons donc solides mentalement et solidaires. Et ne succombons pas aux idées extrêmes. Regardons comment nous pouvons faire nation sans que personne ne subisse de préjudice en raison de son appartenance religieuse ou pas. Sinon, quelle société allons-nous construire pour nos enfants et quelles traces laisserions-nous dans l'histoire ? Sur ce, que Dieu vous garde et que la paix soit sur vous.